Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième débat de la campagne pour les élections départementales. Nous sommes ce soir à tout juste 10 jours du premier tour. La semaine dernière, nous avons accueilli sur ce plateau les représentants du Parti socialiste, de l'UDI, du Parti communiste, du Front national et du Parti de gauche, avec Emmanuel Haguet, avec Yves Montrouge, le rédacteur en chef du Journal de Lille. Nous accueillons cette semaine David Lorion pour l'UMP, Pascaline Boyer pour le LPR. Je suis troublé parce que c'est la seule femme qu'on aura eu pendant 2 semaines de débat. On est encore loin de la parité que va pourtant apporter le nouveau conseil départemental. Nous accueillons également Emmanuel Séraphin pour le PLR, William Silotia pour Europe Écologie Les Verts et Hugues Maillot pour Debout la France. Un débat que nous allons passer ensemble et auquel vous pouvez ce soir encore participer via Twitter et le hashtag RunVote. Merci à tous d'être là. Ça a peut-être été un peu difficile ce soir avec la fermeture de la route du littoral. Et on ne peut pas passer à côté de ce sujet d'actualité qui a touché tous les Réunionnais ces derniers jours. Beaucoup disent d'ailleurs que les élections départementales ne sont finalement qu'un tour de chauffe pour les élections régionales prévues à la fin de l'année. On sait que la route du littoral sera un des grands thèmes de la campagne des régionales. On sait que c'est le grand projet de Didier Robert. Alors, ce soir, première question à vous tous, avec ce nouvel éboulement et cette nouvelle longue fermeture de la route du littoral, est-ce que la preuve est faite qu'il faut absolument une nouvelle route ou est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à combattre ce projet? Je vous donne la parole en premier, Monsieur Séraphin. Cette route devait se faire depuis très longtemps. Et ça, les Réunionnais l'attendent depuis très longtemps. Elle doit se faire, mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Parce qu'on a vu qu'il y a un problème au niveau des matériaux, on a vu des carrières sauvages, et il y a une agression importante sur l'environnement de la Réunion. Et ça, ce n'est pas admissible. Actuellement, il y a une barrière corallienne qui est en train de se détruire à l'entrée de la possession. Et ça, c'est ce qui est porté à l'autel de cette construction. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut respecter dans le cadre de cette route. Et on voit qu'aujourd'hui, on essaye de faire coïncider un calendrier de chantier à un calendrier électoral. Et ça, c'est bien dommage. Longtemps, c'est-à-dire vous voulez parler de la promesse de Paul Vergès en 1998 ? Tout à fait. Enfin, c'est une route qui devait se faire depuis très longtemps. Il y a eu des morts entre-temps. Il faut que cela cesse. Mais pas, comme je le dis, à n'importe quel... Pas de cette façon. Pas tel que le... Il n'y a pas eu de concertation plus large avec les Réunionnais. Mais il faut arrêter le projet tel qu'il est lancé ? Nous, aujourd'hui, on entend un certain nombre de choses, et ça, il faut savoir le vrai du faux, en disant ça ne peut plus être arrêté. Et en même temps, on a entendu un vice-président du conseil régional dire que les recours vont être déposés, mais nous, en attendant, le temps de la justice et le temps du chantier seront préparés. Une fois que la justice sera positionnée, la route sera terminée. Et ça, je trouve dommage, parce que faire passer en force et détruire l'environnement, s'il y a une route des baleines, on veut faire promouvoir à La Réunion cette route-là, et en même temps, ce chantier-là va perturber la nature. Et ça, c'est pas admissible. David Lorion pour l'UMP. Je crois qu'il faut être raisonnable à un moment donné. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. La route du littoral, c'est une nécessité. Une nécessité physique, une nécessité économique pour La Réunion. Il n'y a pas d'autre moyen que de relier le centre stratégique économique où arrivent les marchandises sur l'île de La Réunion, le port, et l'ensemble du bassin de vie que représente Saint-Denis, et sur lequel il y a aussi une nécessité de communiquer avec le port. Cette route, c'est une nécessité politique, économique, stratégique. Il faut la faire. On peut reculer. Et aujourd'hui, je suis quand même assez content d'entendre que le PLR demande à la faire, et je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui tout le monde va être d'accord pour la faire. Enfin, on va voir, on n'a pas compris sur le table. Pas forcément sur ce projet-là. Stratégique, économique, mais écologique aussi, comme le tram-train. Il y avait un projet écologique, le tram-train. Toutes les procédures, comme dans n'importe quel projet, toutes les procédures environnementales ont naturellement été respectées. On va toujours trouver un certain nombre de partis politiques, un certain nombre d'associations pour faire des recours sur n'importe quel chantier. Mais sur la route du littoral, ce qui a été fait dans les règles, a été fait avec la concertation nécessaire, a été fait avec le maximum de précautions qu'on pouvait prendre. Et s'il y a quelqu'un qui se refuse encore à voir la vérité, nous sommes sur une île volcanique, constituée essentiellement de cailloux. Et donc, si on a des difficultés à en prendre pour faire les remblais sur la route du littoral, c'est qu'on veut chercher des problèmes là où il n'y en a pas.
On va continuer évidemment ce premier tour de table. Je pense que vous avez été peut-être un peu vite en pensant qu'aujourd'hui tout le monde était d'accord. Madame Boyer pour le LPA, le parti de M. Thierry Robert. Bien sûr, à toutes ces familles qui sont prises dans les embouteillages tous les matins, tous les soirs, ceux qui vont au travail. Bien sûr, une nouvelle route du littoral, mais pas celle-là. Il faut penser aussi que pendant ces périodes de pluie, combien de familles n'arrivent pas par des petits chemins à rentrer chez eux. Il y a cette route du littoral, mais il faut penser aux autres aussi, aux familles. Quand viendra la région, on discutera. Le LPA, la politique autrement, proposera son projet de la nouvelle route du littoral. Bien sûr, nous sommes pour une nouvelle route du littoral. Mais il fallait laquelle alors? Il en faudra un, monsieur. Nous proposerons aux Réunionnais un projet. Bien sûr, il en faut une. Bien sûr, il faut relier Saint-Denis à la possession. Mais pensons là, ce soir, nous sommes ici pour les départementales. Oui, nous sommes pour les départementales. Et combien de personnes, les compétences du département, les voiries, les personnes qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. Vous pourrez nous parler de la route de la montagne ou de la route des plaines, qui sont des routes départementales. Si le LPA arrive au pouvoir, au conseil régional, on arrête la route du littoral. Non, on n'a jamais dit ça, monsieur Lorion. Donc vous la continuez. Oui, sous d'autres formes, monsieur Lorion. On en débattra plus tard, monsieur Lorion. Voilà, il y aura des débats pour les jeunes. On va finir ce premier tour de table, parce qu'après, effectivement, on parlera bien sûr des compétences du département. Monsieur Silotia pour Europe Écologie Les Verts. D'abord, bonsoir. Par rapport à cette route, bien évidemment, sa construction a commencé. Donc, on ne va pas faire subir aux Réunionnais deux fois, le financement de cette route qui va largement dépasser les 1,6 milliard et les indemnités qu'on aurait éventuellement à reverser aux entreprises. Mais par contre, la destination de cette route, on va tout faire pour éviter bien évidemment le foisonnement du tout voiture. Donc on va plutôt l'utiliser, s'en servir pour autre chose. C'est déjà le cas. Probablement plus de bus, pas des bus gasoil comme le Conseil général nous a sorti au début de cette année, mais des bus entièrement électriques. Ça se fait ailleurs, ça peut se faire aussi à La Réunion. Je voulais juste dire que nous, on a toujours été contre cette route. Elle a effectivement impacté l'environnement à tous les niveaux. Les experts l'ont dit, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Et nous, on avait proposé le tunnel. Et ce qu'on avait proposé, c'était sérieux. Ça ne coûtait pas plus cher que le basculement des eaux. Voilà. Vaut mieux pas comparer avec le basculement des eaux. Monsieur Maillot, sur cette problématique. Écoutez, je ne vais pas m'étendre parce que je trouve que ce débat commence assez mal puisqu'on ne parle pas des départementales. On parle d'un sujet qui a préoccupé tous les Réunionnais cette semaine, donc on souhaitait faire une parenthèse là-dessus. Mais qui va amplifier la confusion dans l'esprit de nos compatriotes entre ce qui relève de la région et ce qui relève du département. On va leur expliquer clairement. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie, qu'il ne faut pas confondre. Et surtout alors qu'il faut pas. Des routes départementales. Attendez, je termine. Et surtout qu'il ne faut pas donner l'impression, contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur Collienne, que les départementales sont un tour de chauffe pour les élections régionales. C'est un peu ça quand même. Ce sont d'abord des élections départementales et nous souhaitons nous inscrire dans un débat sur les départementales. Je pense que le fait qu'on soit aujourd'hui on sent un électorat relativement peu mobilisé parce qu'effectivement on confond les échéances, parce qu'on donne l'impression qu'on est dans la course des places et qu'on n'est pas dans l'expression de projets politiques à proposer aux Réunionnais. Et donc proposer des projets, c'est d'abord parler de ce pourquoi ils vont devoir se prononcer les 22 et 29 mars, c'est-à-dire les départementales. Juste un mot, je pense que c'est devenu un débat inutile. Le débat sur la route du littoral, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez protester, les décisions ont été prises, les marchés ont été lancés, donc le vin est tiré, il faut le boire. On aurait pu faire différemment, on aurait sans doute pu mettre moins d'argent sur ce projet, mais maintenant le projet est là, il faut le mettre en œuvre. Alors, on va bien sûr parler maintenant des élections départementales, bien sûr. Depuis la semaine dernière, 2 éléments neufs. D'abord, on est entré en campagne réellement depuis lundi. Et 2, il y a eu le vote mardi en première lecture par l'Assemblée nationale de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République. Il se confirme qu'il n'y aura finalement pas de grand changement dans les compétences. Après en avoir tellement parlé, dit qu'elle allait disparaître, qu'on allait transférer un paquet de compétences à la région. Finalement, il y a peu de choses qui bougent. Les cartes jaunes et les transports scolaires seront... Ça passe à la région. Cédés aux régions. Le département, en revanche, conserve la gestion et la construction des collèges, l'entretien des routes. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose et le social, bien sûr, comme première compétence. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, ce débat, on a l'impression que ça ne suscite pas grand enthousiasme. On craint une très très forte abstention. Ce scrutin, oui. On craint une très très forte abstention. Comment vous expliquez? On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grands thèmes de campagne qui émergent. Monsieur Séraphin. Écoutez, sur le débat en lui-même,
il y a des sujets importants qui intéressent les Réunionnais. Et jusqu'à maintenant, on a parlé de la forme, mais pas du fond. Et je pense que ce soir, on est là pour ça, puisque le département concentre un certain nombre de compétences, notamment au niveau du social. Et il faut regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. 2 mandatures avec la même présidente et une certaine continuité dans ce qui a été fait. Et qu'est-ce qui a été fait? On a vu un recul du social assez important, que ce soit au niveau du travailleur social en lui-même. On a vu la grosse association La Race disparaître, des 1200 personnes au chômage, l'ADI qui a été démantelée aussi sous cette mandature. On a vu un recul par rapport aux personnes âgées. Mais cette présidente a été mise en place par la gauche aussi, dont faisait partie Madame Bello indirectement. Madame Bello était claire là-dessus dès le départ. Enfin, quand elle était encore au PCA, je veux dire, avant d'aller créer et quand PLR. bien même, elle avait dit que cette majorité n'était pas claire. Oui. Et n'était pas claire du tout. Et ce qui fait qu'on a eu un certain immobilisme au niveau de cette majorité et qui fait que les dossiers importants n'ont pas émergé. Je prends un autre thème qui est important, c'est la gestion des déchets. Le plan départemental de gestion des déchets qui est extrêmement important. Puisqu'il faut que les Réunionnais le sachent, qu'aujourd'hui, on a 2 incinérateurs qui sont prêts à être investis sur le territoire de la Réunion. Ces 2 investissements-là, non seulement ils seront coûteux, mais ça sera dangereux pour l'environnement de la Réunion. Les déchets qui, on le rappelle, sont gérés par les intercos. Les intercommunalités. Mais c'est au département qui doit définir la stratégie. Et la stratégie qui a été définie est mauvaise pour la Réunion, alors qu'on n'a pas terminé de faire le travail sur le tri. Il y a de nouvelles solutions sur le tri mécano-biologique, il y a les ressourceries. Aujourd'hui, on voit sur les palettes, on voit sur le textile, on voit sur les plastiques. Ce travail-là a commencé depuis quelques années, mais n'est pas encore terminé. C'est vrai qu'on a le problème de la loi au niveau européen qui oblige à prendre des décisions, mais en même temps, c'est tout un territoire qui doit gérer... Vous avez lancé 2 thèmes de débat, bien sûr, en une seule réponse. Le social et les déchets, on va peut-être les prendre l'un après l'autre. Le social, c'est évidemment la compétence première du conseil départemental, puisqu'il faudra s'habituer à l'appeler ainsi. Est-ce qu'il y avait vraiment une marge de manœuvre pour faire mieux? On sait bien ce que dit le conseil général. On ne reçoit pas l'argent qu'il faut, qui est promis par l'État. On devient de plus en plus un guichet social qui ne fait que distribuer des allocations. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux? Trois problèmes en réalité. Le premier, c'est que le conseil départemental, le nouveau conseil départemental n'a plus les moyens de sa politique sociale. Elle aura de moins en moins les moyens de sa politique sociale, même si le budget global est un budget énorme, 1,547 milliard d'euros, mais ce budget est en très grande partie réservé au RSA, à La Réunion, et aujourd'hui, on n'a plus les moyens de ses ambitions. Et l'État doit 850 millions d'euros au Conseil général. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'elle était en incapacité de gérer sa propre politique, puisque de l'aveu même des gens qui étaient justement dans cette majorité arc-en-ciel, il faut rappeler que l'UMP ne fait pas partie de la majorité, même s'il y avait Nassim Dindar à droite. La difficulté, la droite sociale, la difficulté qu'il y a eu à gérer, c'est qu'on était dans une majorité qui était très composite et qu'il y avait des tiraillements de tous côtés et le Conseil général est devenu un guichet pour des demandes individuelles ou particulières des uns ou des autres ou des partis. Ça, c'est la plus grande pénalisation qu'on ait pu donner au Conseil général. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil général, pendant très longtemps, n'a pas investi, ni sur les routes, ni sur les collèges. Et on ne voit pas de projet. Sur les routes, par exemple, et Mme Boyer disait tout à l'heure, les radiers. Mais les radiers, oui, on le voit ici, les radiers, ils coulent tous. Et les villages sont isolés les uns par rapport aux autres parce que les radiers n'ont pas été entretenus. Regardez le budget du Conseil général. Vous êtes en train de nous expliquer que finalement, si Mme Dindar est élue, elle ne fera pas une bonne présidente. Je ne sais pas si elle va être élue. J'espère pour elle qu'elle va être élue. Mais en tout cas, c'est la plateforme. C'est une majorité cohérente qui compte. Ce n'est pas une majorité arc-en-ciel. Lorsque on regarde le budget du Conseil général, 50 millions d'euros sur 1,540 milliard réservés aux routes départementales. C'est tellement faible que ça représente moins de 3% du budget du Conseil général. Parce que tout est pris par le social, vous l'avez dit vous-même. Alors, pour qu'on puisse partager le temps de parole. C'est pas que tout est pris par le social. C'est vrai que le social, sur les 1,5 milliard, ça représente quand même 1 milliard.
Sauf que quand on regarde bien le budget primitif 2015 du département, vous avez effectivement, il a dit 3,3% qui sont consacrés donc aux routes et aux voiries. Et vous avez les fonds européens qui sont très peu mobilisés. On regarde les fonds européens dans le budget prévisionnel 2015, c'est de l'ordre de 2, et quelques %. Alors qu'à la région, nous avons 136 millions d'euros. Et nous savons que nos collectivités ne consomment pas entièrement ces fonds européens. Voilà. Donc, le Conseil général, sur la mobilisation de... Monsieur Lorient n'est pas d'accord. Non, la totalité des fonds européens ont été consommés. Laissez-moi juste finir. Je pense que peut-être que, probablement même, que le Conseil général ne va pas chercher l'argent là où il faut. En tout cas, suffisamment là où il faut. Alors, on parlait... Parce que monsieur a beaucoup parlé, je voulais juste par rapport au social. Nous, on a quelque chose à dire par rapport à l'actualité. Vous avez certainement entendu parler que nous avons deux sénateurs qui ont travaillé sur ce qui va se mettre au 1er janvier 2016, la PA, la prime d'activité, qui va être en fait la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi. Nous, les écologistes, nous sommes satisfaits de ça. Pourquoi? Parce que nous avons en 2007 à la présidentielle et en 2009 aux européennes dans nos programmes, nous avons proposé ce qu'on appelle un revenu unique de base. Pour que les familles, pour lutter contre l'exclusion, pour lutter contre la pauvreté. Et nous avons en France un mouvement français du revenu unique de base qui s'est formé autour de ça. Donc nous, ça va dans le sens... Oui, mais monsieur Thieu, ça vous donnera pas plus de moyens. Il s'agit encore de transfert de l'État et... Il y a en fait les fonds pour ça. C'est 4 milliards. C'est 4 milliards que l'État va consacrer à ça. Et c'est pas plus que ce que l'État dépense aujourd'hui pour le RSA. Donc c'est à dépenses constantes. Voilà. Sur la question sociale, Madame Boyer, est-ce qu'on dit toujours il n'y a pas de marge, il y avait moyen de mieux faire, il y aura moyen de mieux faire? Moi, je voudrais dire tout simplement que si aujourd'hui le Réunionnais, il ne veut plus aller voter et qu'il y a ce taux d'abstention, parce qu'il n'y croit plus. Il ne croit plus que ce soit de droite ou de gauche, ils se disent ils ont été dupés. Qu'on les mette leur quotidien ne s'améliore pas. Alors moi, je dirais aux Réunionnais ce soir, vous avez la chance d'avoir un nouveau mouvement qui date de 2 ans, la politique autrement. Faites confiance à notre jeunesse, faites confiance à un nouveau mouvement politique. Madame Boyer, au-delà des slogans, parce que là, ce sont des slogans que vous lancez, qu'est-ce que vous proposez concrètement en matière sociale pour faire différemment? Nous sommes pour la solidarité envers les Réunionnais, la solidarité, le social, bien sûr. Trouvez-vous normal qu'à notre époque, là, en 2015, une personne handicapée, elle habite au 3e étage, pour aller doucher son enfant, elle oblige de mettre une petite cuvette dans une baignoire? Trouvez-vous cela normal à notre époque? On n'a pas entendu les conseillers généraux du LPA le dire au sein de l'hémicycle à ce moment, parce qu'ils font partie de la majorité. Tout à fait. De Madame Dindar. Oui, monsieur, moi j'ai vu ce cas sur Saint-Pierre. Alors moi je dis aux conseillers généraux de Saint-Pierre qui sont là, parce que moi je suis de Saint-Pierre. Je peux parler des cas que j'ai vus à Saint-Pierre. Non, mais je dis que vous faisiez partie de la majorité, et puis bon, vous auriez pu avoir l'occasion effectivement de défendre ce genre de dossier. Et concrètement, que proposez-vous comme nouvelle orientation en matière sociale au Conseil général? Que le conseil départemental, le futur conseil départemental, garde ses fonctions premières, le social, les personnes handicapées. Combien de personnes âgées attendent d'être aidées, vivent ce sont les personnes les plus vulnérables, les plus démunies. Et nous voulons travailler en faveur de ces personnes-là. Et au lieu de mettre de l'argent, mettre de l'argent, monsieur, des bonnes intentions. Pas seulement de bonnes intentions, parce que nous allons le faire et nous portons garant de cette solidarité. Monsieur Maillot. Moi, je suis assez effaré parce que j'entends. Parce que j'ai l'impression. Alors, on n'est pas vous l'êtes depuis tout à l'heure. Oui, mais je suis effaré. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans un débat dans l'hémicycle du Conseil général. Ici, on est dans un débat entre les partis politiques. Et à part Debout la France, et maintenant Debout la France aussi, tous ces partis sont représentés au Parlement. Et finalement, ce que vous dites, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la main droite ignore ce que fait la main gauche. C'est-à-dire que monsieur Lorient nous dit le Conseil général ne peut plus rien faire. Et il met la faute sur les conseillers généraux. Il oublie que la décentralisation du RMI de novembre 2003, c'est l'UMP. C'est l'UMP qui a décentralisé le RMI et qui a fait en sorte que les dépenses de RMI ne soient pas compensées à l'euro près.
Hein, donc si aujourd'hui, non, c'est une majorité UMP qui a voté en bloc la décentralisation du RMI qui fait qu'aujourd'hui le Conseil général connaît une situation d'asphyxie financière. Et puis, de l'autre côté, nous avons la majorité actuelle au Parlement. La majorité actuelle qui passe son temps à souffler le chaud et le froid sur le département va-t-il continuer à exister, ou le la clause de département compétence générale va disparaître, qui supprime la clause de compétence générale pour les départements a été supprimée par l'Assemblée nationale. Vous dites rien ne change. Il y a effectivement une chose qui a changé, c'est la fin de la compétence de la clause de compétence générale. Et la deuxième chose, et là je suis d'accord avec vous, rien ne change, c'est qu'aucun parlementaire, aucun parti politique auquel vous appartenez, qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui ont été dans la majorité hier ou dans l'opposition aujourd'hui et dans la majorité aujourd'hui, aucun n'a donné au département les moyens d'agir. Tous les quatre. Absolument. Vous êtes coupables. Vous êtes coupables de l'asphyxie financière dans laquelle se trouve le Conseil général. Donc, si vous voulez être cohérent, dans le discours que vous portez, vous devez être défenseur du département au Conseil général et vous devez être défenseur du département au Parlement, ce que vous n'êtes pas. Là, ce qu'on entend là, c'est un discours national. Le département est adapté à chaque territoire. À Paris, il n'y a plus de département depuis 1968. Et à Lyon, là, la métropole a complètement absorbé le département, c'est-à-dire l'utilité même du département en tant qu'entité, sachant bien que, pour l'histoire, le département est né en 1789. Enfin, c'est vraiment l'une des plus vieilles institutions. Vous êtes favorable, vous, à la suppression ou au maintien des départements? Quand on regarde la Réunion, et là on parle des routes nationales, des routes départementales, les gens ne s'y retrouvent plus. Hier, pendant 4 heures, le département a dû attendre, commander un tractopelle pour dégager la route, et c'est les automobilistes qui ont dû prendre à la main pour dégager. Et en rassemblant tous ces moyens sur les collèges et les lycées, quand on a un investissement sur les collèges et les lycées et en faisant des marchés publics communs, quand les marmailles bénéficient d'une bourse au niveau départemental, après quand ils passent au lycée, on y gagnerait en cohérence, en lisibilité. C'est ce qu'attend aujourd'hui les lecteurs. C'est de voir pas simplement un millefeuille qui fait quoi. Les gens ne s'y retrouvent plus sur un petit territoire comme la Réunion. Et ça, on espère que la loi clarifiera encore plus les compétences, parce que là, on est en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Madame Bello a voté pour. Le Sénat, oui, elle a voté. Comme Thierry Robert, d'ailleurs. Ça va clarifier les compétences des uns et des autres, mais en regardant la Réunion, on espère que le droit commun va clarifier ses compétences, le département puisse garder sa pleine compétence sur cet aspect-là. Parce que je voulais aussi rebondir, c'est sur les projets, parce que là aussi, il faut que chacun arrive, au-delà du social, à voir les grands enjeux du département. Et la question agricole est une question importante. 2017, la fin des subventions, regrettant qu'on en parle trop peu de la canne. On parlait du basculement des eaux tout à l'heure, mais quid? On a l'irrigation aujourd'hui. Quelle politique du département? Nous, ce qu'on prône, c'est une vraie politique d'accompagnement du département vers les planteurs, pour d'une part consolider la canne et travailler sur 2017 les subventions européennes, mais aussi aller sur la diversification des produits agricoles de la Réunion. Parce qu'on a vu dernièrement, au Salon de l'agriculture, quand les Réunionnais travaillent sur des niches, sur des produits d'excellence, puisqu'aujourd'hui on a des produits exceptionnels, on arrive à transformer ces produits-là. Ce sont des emplois, c'est une notoriété, et c'est demain des nouveaux emplois de la terre pour les Réunionnais. Sauf qu'on en revient à des questions de moyens. Des moyens qui ne vont pas augmenter. Au niveau agricole, il y a les moyens. Les subventions au niveau européen, aujourd'hui, ça existe. Mais il faut définir une politique. Vous savez quel est le budget du Conseil général pour l'agriculture? Ce n'est pas le budget. Ce sont les subventions européennes qui accompagnent les agriculteurs. L'argent existe. L'eau aujourd'hui est là. 30 millions d'euros. Et je vais vous dire mais sans politique, l'argent ne vaut rien du tout. Il faut vraiment définir une politique. En 2015, pour l'agriculture. En 2017, l'État promet aux agriculteurs de leur donner 38 millions d'euros supplémentaires pour équilibrer le prix du sucre lors de sa vente sur le marché européen. 38 millions d'euros. L'État ne va pas tenir sa promesse. Parce qu'en 2017, le président qui l'a promis ne sera peut-être pas le même que celui qui sera élu. Les agriculteurs vont devoir se retourner vers les collectivités, c'est-à-dire vers le Conseil général et vers le Conseil régional. Si ces deux collectivités ne se préparent pas à faire face à l'échéance 2017, c'est la filière canne
qui va s'effondrer. Et c'est pour ça que cette filière 4 doit être un enjeu primordial de ce débat. On ne l'entend pas pendant la campagne. Aujourd'hui, le budget du Conseil général, tel que annoncé, budget 2015, n'est pas suffisant pour faire face à l'échéance 2017. Alors vous voyez mais quand on regarde le budget, une certaine 330 millions d'euros pour les services généraux, c'est-à-dire le fonctionnement du Conseil général. Ça représente 21%. Oui, parce qu'il y a plusieurs milliers d'employés. 1% de ce budget, ça représente près de, ce que vous dites, 30 millions d'euros. Et donc là, il y a un effort colossal à faire au niveau... Mais non, on a vu, vous savez, 1 million d'euros aujourd'hui dans le budget du Conseil général pour les frais de mission et déplacement. 1 million d'euros. Ce qui est colossal et qui est quand même... Demandez à l'équipe qui est en place. Donc c'est des économies. Il y a des économies à faire. Monsieur Simotia. C'est un débat, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Tout le monde est en train de s'exprimer. Voilà. Concernant l'agriculture, bien évidemment, c'est un projet que nous portons, nous, les écologistes, notamment par rapport au bio ou par rapport à des types d'agriculture respectueuse de l'environnement. Alors, 2-3 chiffres avant d'attaquer nos propositions pour l'agriculture au département. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est 5% du produit régional brut. C'est 900 millions. La Réunion, c'est 18 milliards de PIB. Je ne comprends pas les PIB. C'est 10% de la population active. C'est pas tout à fait ça. C'est 15. 5% du produit brut régional de 18 milliards, ça fait 900 millions. Ça fait 900 millions d'euros. C'est aussi 20% de la superficie de l'île. En disant ça, on dit quoi, nous, à Europe Écologie Les Verts? De la canne, oui, mais pas uniquement de la canne. Puisqu'on sait que maintenant, tout ce qui est monoculture, c'est dangereux. C'est dangereux pour nos sols et à terme, c'est dangereux pour nous-mêmes. C'est dangereux pour notre santé puisque ça déstructure la terre. On va rester simple. C'est ce que vous dites aux planteurs de canne. Nous, ce qu'on dit. Mais ça fait vivre quand même plus de 11 000 personnes. Je viens de le dire. C'est 10% de la population active. Donc on ne va pas passer à côté d'eux. Notre message, nous, c'est de dire que le département doit les accompagner dans la diversification, comme disait mon collègue, doit les accompagner dans la reconversion écologique de la production. Donc pas que de la canne, mais autre chose aussi que la canne. Afin que, quand arrivera l'échéance de 2017, ils se retrouvent. Ça se fait. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'agriculteurs, j'ai pas les chiffres en tête là, qui justement se sont convertis à autre chose, qui ont diversifié leur culture. Et ensuite, quand on parle, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il n'y a pas de moyens? Oui, le département a des moyens, mais c'est vrai que c'est des décisions politiques à prendre en termes de réorientation budgétaire. Et ensuite, si l'agriculteur vend en circuit court, nous ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que l'agriculteur est plus entrepreneur et moins dépendant des subventions, il va mieux s'en sortir. Ça sera rémunérateur pour lui, et nous on gagne parce que ce sera bénéfique pour notre santé. Voilà. Le principe que nous on veut faire passer, c'est que par rapport à ça, c'est qu'il faut planter ce que l'on mange et manger ce que l'on plante. C'est ça qui est important. Mais ce qui est surprenant, c'est que là, vous entendre effectivement, on fait un débat, on parle de sujets sérieux, mais quand les candidats sont en campagne, ils sont sur le terrain, quand ils vont chez les gens, notamment dans des réunions de cellules, on ne parle pas de reconversion écologique, on ne parle pas de diversification agricole. Mais j'ai l'impression que vous parlez surtout de promesses, vous faites des promesses, oui, vote pour moi, ma donne un petit travail. Je viens de le dire, ce sont des réorientations budgétaires à faire, ce sont des comportements à changer, donc diversification, vendre en circuit court. Vous avez des exemples, par exemple, je ne peux pas citer de marque, mais vous avez des entreprises qui sont créées, des agriculteurs en fait qui vendent directement aux consommateurs, et ça marche. Il suffit d'aller voir ceux qui font ça, ça marche. Donc si on attend uniquement des subventions, et bien évidemment à échéance 2017, il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans la panade. Mais si on leur dit Messieurs les agriculteurs, mesdames les agricultrices, faites de la reconversion, faites de la diversification, vous allez plus vous en sortir. Parce qu'une fois que la mondialisation sera arrivée... Excusez-moi, c'est du vent. Pour vous. C'est du vent. C'est du vent parce que... Qu'est-ce que vous avez proposé, monsieur? Depuis le début de ce débat... Il va nous dire, si vous le laissez parler, il va nous dire. C'est le mécontent du débat. C'est bien d'avoir un monsieur Maillot dans le débat. Non mais excusez-moi, c'est du vent. Excusez-moi. Pourquoi c'est du vent? Parce que vous dites, on peut réorienter les marges de manœuvre financières du Conseil général. Le Conseil général
du fait de l'augmentation des dépenses d'allocation, n'a plus de marge de manœuvre financière. Et la réalité, si les partis que vous êtes, les partis du système que vous êtes, vous n'êtes pas des vrais défenseurs du département, si vous ne l'êtes pas, excusez-moi, vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. Vos actes prouvent que vous ne l'êtes pas. Eh bien, ce qui va arriver, pardonnez-moi de vous le dire, c'est que chaque année, nos élus, conseillers généraux, vont devoir renoncer progressivement à des politiques publiques et devoir faire moins. Mais monsieur Silotier a fait le journaliste, que proposez-vous? Et la première chose que je propose, écoutez, la première chose que je propose, c'est que c'est aux électeurs d'élire des conseillers généraux qui soient des vrais défenseurs du département. Ça, c'est votre programme pour les départementales? C'est la première chose à faire. Comment vont-ils les reconnaître? C'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. C'est votre programme pour le départemental, ça? Mais bien sûr, quand j'entends non, mais les agriculteurs nous regardent, monsieur. Quand j'entends l'incohérence des propos que vous tenez entre ce que vous faites et ce que vous dites, je propose de faire une réserve d'argent pour faire face à 2017. Je dis la première chose aux électeurs, c'est voter pour des candidats qui défendront véritablement le département. Mais avec quel programme, M. Maillot? Premièrement. Et les candidats de Debout la France sont des candidats qui défendent véritablement le département parce qu'ils n'appartiennent pas à des partis politiques qui passent leur temps à vouloir asphyxier. Mais pourquoi défendre le département alors aujourd'hui, puisqu'il a été question de leur disparition? Pourquoi défendre les départements aujourd'hui? Pourquoi il faut qu'ils continuent à exister? Mais parce qu'à La Réunion, vous avez eu plus de 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, que cette population a besoin d'un accompagnement social de proximité, et que cet accompagnement social de proximité ne pourra être apporté que si le département en a les moyens, que si le département existe et que si le département en a les moyens. Donc que si ceux qui nous gouvernent, et aujourd'hui, monsieur Montrouge, vous reconnaîtrez que Debout la France ne fait pas partie des... Non, tout à fait. Mais Debout la France est un parti politique, parce que sinon M. Dupont-Aignan ne sera pas d'accord avec vous. Peut-être une proposition. Madame Boyer a un temps de retard de parole. On va partager le temps de parole. Madame Boyer. Il faut accompagner nos agriculteurs. Moi, je ne suis pas experte dans la filière canne, mais bien sûr, nous serons là à côté, la politique autrement sera là à côté de nos agriculteurs, et accompagner aussi dans cette diversification. Et comment amener nos jeunes à retrouver ce goût d'être agriculteur si les anciens ne leur montrent pas. Et vous savez combien gagne un agriculteur qui est à la retraite? C'est très minime, c'est très minime. Alors nous voulons mettre en place un compagnonnage pour aider les agriculteurs qui sont à la retraite à avoir une petite meilleure retraite et qu'ils montrent aux jeunes leurs compétences. Qui sait qu'ils plantent encore en tac, qui sait qu'on plante encore tout ce que nous mangeons. Pourquoi le député Thierry Robert ne le propose pas à l'Assemblée nationale? Monsieur Lorion, nous le proposons aujourd'hui dans le cadre des départementales. Aujourd'hui, nous défendons nous proposons ce que nous allons mettre en place au départemental. Mais vous avez la chance d'avoir un député. Pourquoi vous ne proposez pas au gouvernement d'augmenter la retraite des agriculteurs? Il y a une baisse des moyens au niveau du Conseil général. Bon, monsieur Lorion veut dire peut-être, c'est parce que vous posez la question, parce que monsieur Thierry Robert a voté François Hollande? Ben oui, mais parce qu'il vote avec le gouvernement aujourd'hui. Mais monsieur François Hollande, il a récolté ce que monsieur Sarkozy a laissé. Non, mais là, il peut changer des choses parce qu'il est au pouvoir. Oui, il peut changer des choses, mais là, aujourd'hui, nous sommes là pour... Je ne comprends pas. Dans le cadre de cette... Monsieur, je ne vous ai pas coupé la parole, alors permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. C'était une précision que je voulais vous demander. Les Réunionnais qui sont en face, qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire pour eux, comment on va améliorer leur quotidien. Si nos élus sont au département demain, si nos candidats sont élus au département demain. Vous ne donnez pas beaucoup de solutions. Monsieur, nous allons être là. Bien sûr, nous avons parlé du social. Mais concrètement, est-ce que vous avez une mesure phare dans le programme du LPA ou que le programme défendu par les candidats du LPA dans les cantons pour les prochaines années au département? Aider ces retraités, des agriculteurs retraités qui ont une maigre retraite. Vous avez dit, vous n'êtes pas une experte en agriculture. Mais concrètement, vous êtes experte en quoi, par exemple? Je ne sais pas, donnez-nous une... Moi, monsieur Montrouge, moi, je suis de l'éducation nationale. Je suis experte en éducation nationale. Mais je connais aussi les besoins des gens du terrain, puisque moi, je suis sur le terrain aussi. Non, quand on vous demande une mesure concrète, par exemple, que le LPA va mettre en pratique sur le terrain, par exemple, ou sinon, si vous êtes élu, si vous avez des conseillers départementaux, je sais pas, ça peut être davantage de travailleurs sociaux. On en parlait tout à l'heure, et qu'il y a de moins en moins de travailleurs sociaux. Aujourd'hui, sur
sur le terrain. Vous savez, le conseil général, allez voir quelqu'un sur le terrain, ils vous disent, mais ils ne connaissent pas, ils sont perdus. Mettre en place des élus de terrain pour accompagner ces familles dans leur démarche administrative, les accompagner le dossier, pas seulement être là pour dire, ben, comme vous disiez tout à l'heure, ben, votez pour moi des promesses. Mais c'est pour ça que les gens n'y croient plus. Les candidats le font. Les gens n'y croient plus. Le social est important. Vous le savez bien tous autour de cette table autant que moi. Combien de familles démunies, vulnérables, qui sont dans le besoin, que ce soit pour l'habitat social, l'aménagement de leur habitat, les personnes âgées, la petite enfance, ils sont dans le besoin. Mais on reste toujours dans un problème de budget, d'éventuelles réorientations, mais comment? Peut-être une mesure. Monsieur Séraphin, sur l'agriculture. Dans les hauts actuellement, on a l'irrigation. L'irrigation arrive jusqu'à 650 mètres et les agriculteurs qui sont dans les hauts n'ont pas assez d'eau. Là aujourd'hui, on a vu, ces derniers temps, toute l'eau qui est tombée. Mesure concrète, les retenues collinaires. On a vu qu'on en avait besoin quand il y a eu les incendies dans les Hauts de l'Ouest, mais toute la Réunion aujourd'hui a besoin de cette eau-là et de la récupérer une fois qu'elle tombe. Mais l'irrigation, elle est aujourd'hui dans l'Ouest, ça permet aux agriculteurs de doubler, de tripler. On passe de 40 tonnes à l'hectare jusqu'à 150, 180 tonnes à l'hectare. Donc, ce qui fournit beaucoup plus de richesse. Et dans l'Est, demain, il faut prévoir aussi, avec les fonds européens qui sont prévus pour ça, aussi qu'il y ait une irrigation. Puisqu'on a vu qu'il y a eu même la sécheresse l'année dernière dans l'Est, et on a besoin de cette eau-là pour que notre agriculteur puisse demain vivre encore plus de son agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Après, sur la diversification, on a vu de nouveaux produits, et aujourd'hui, les litchis, les ananas qui ont été plantés sous la mandature d'Éric Boyer dans les années 90, aujourd'hui arrivent à pleine maturité, et on voit qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés d'aller pleurer, oui, parce qu'ils sont allés devant les collectivités pour exporter. Donc la filière n'est pas finie. Il faut absolument qu'on ait les moyens d'exporter ces produits d'excellence, parce que ce sont des très bons produits, mais aussi de les transformer, parce que je prends l'exemple d'un producteur de mangue, il produit 400 tonnes, il y a 40 tonnes qui tombent, qui sont abîmées, qui ne vont pas à l'export, mais ces produits ne sont pas transformés. On peut mettre des jus, on peut faire un certain nombre de produits ici, et on sait que ces produits-là, aujourd'hui, sont reconnus à l'extérieur. Et ça crée des emplois au niveau agricole, et des emplois pérennes, pas simplement des emplois sur des grands chantiers, comme on l'a vu ces derniers temps. De plus en plus de nos cantines aussi, ces produits locaux. Monsieur Lorient. Alors peut-être juste une mesure quand même, une idée, un projet, parce que c'est bien de se larmoyer sur la misère des gens. On ne se larmoie pas, c'est ce que vivent les gens sur le terrain. Il faut donner des exemples précis de ce que vous pouvez faire, du moins de ce que vous ne pouvez pas faire, parce que je ne suis pas sûr que c'est ce que vous allez faire, monsieur Lorient. Vous allez nous donner des exemples précis. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a 44 000... Monsieur Lorient, ça fait 14 ans. Plus de 14 ans que vous êtes, que vos candidats sont, que vos candidats aujourd'hui 44 000 entreprises à La Réunion, 44 300 entreprises. 25% d'entre elles, c'est-à-dire 10 000 à peu près, ne peuvent pas embaucher puisqu'elles sont déjà dans des situations d'endettement fiscal. Il reste 30 000. Sur ces 30 000 entreprises, il y en a 20 000 qui sont des entreprises sur lesquelles vous avez 0 ou un seul salarié. 20 000 entreprises. Si vous aidez ces petites entreprises, et ça c'est de l'économie solidaire et sociale, qui dépend oui, parce qu'il faut rester dans ce domaine. Oui, sinon c'est la région. Qui dépend en grande partie du Conseil général, et donc des associations de microcrédit, telles que l'ADI par exemple, et qui peut assez facilement, si on leur donne les possibilités d'embaucher un salarié ou deux salariés, faire, vous le voyez, 20 000 embauches. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait bien que ce sont des petites structures, que ce soit des structures d'accompagnement pour les personnes âgées, c'est vrai qu'il en faut, mais il faut avoir la capacité de financer ces petites structures, pour que ces petites structures soient à disposition, évidemment, des personnes. 20 000 embauches à La Réunion. À Saint-Paul, votre ami proposait 10 000 embauches et il était élu le plus grand démagogue de France. Quand vous dites votre ami, c'est Joseph Sinima. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris. Je vous ai dit que la possibilité de créer 20 000 emplois passe par des petites structures. Et ces petites structures, c'est un accompagnement de l'économie sociale et solidaire, du microcrédit qui est à La Réunion, peut aller encore plus loin. On a fait beaucoup de progrès dans l'accompagnement du microcrédit. On a fait beaucoup de progrès dans l'accompagnement des petites entreprises. Il faut qu'on aille encore plus loin parce que c'est là que se trouve la niche d'emploi. Sauf que le Conseil général n'a plus d'argent. Le Conseil général a ces sommes de l'économie solidaire qu'il faut réorienter sur les petites structures. C'est qu'il va y avoir aussi de plus en plus de retraités, il y a de plus en plus de gens au RSA, il y a une nouvelle population qui arrive. La deuxième chose qui est importante, c'est lorsque on met en avant des chantiers, lorsqu'on crée des chantiers,
ces chantiers, que ce soit sur des routes, ou que ce soit des chantiers sur du BTP, ou sur des bâtiments, ou sur de la réhabilitation du logement, on crée évidemment des marchés pour que les entreprises puissent embaucher. Toutes les mesures qui vont dans le sens d'une relance de l'économie créent de l'emploi. Et dès qu'on crée de l'emploi, on diminue la pression sur la distribution sociale. Ce mouvement de balance qui est entre l'activité économique qu'il faut nécessairement aller créer et la pression sur le social, c'est un mouvement de contrebalancier. C'est vrai qu'on n'a pas vu de projet spécialement émerger du Conseil général ces dernières années. On était beaucoup sur le social. C'en est un. Celui, par exemple, de créer des maisons de retraite très sociales. C'en est un. Vous dites, il faut aider les personnes qui sont très âgées. En créant des maisons de retraite très sociales, on donne aux personnes qui sont très défavorisées la possibilité d'aller dans des structures qui sont adaptées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je voulais dire par rapport au champ de l'économie sociale et solidaire. Nous avons un gros exemple ici à La Réunion. Le champ économie sociale et solidaire qui recycle du tissu. Nous avons aujourd'hui des associations qui font de super sacs à base de tissu. Nous avons, toujours dans le même champ, nous avons une association, une entreprise qui s'appelle DEFI, D-E-H-F-I, qui reprend votre électroménager, le retape et vous le revend au consommateur à un prix abordable. Ce que je voulais dire, c'est que la transition énergétique que porte Europe Écologie Les Verts, parce qu'après tout, c'est une idée de chez nous, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois d'ici 2050. Alors je vous donne les chiffres, ce ne sont pas les chiffres à nous, ce sont les chiffres de l'ADEME et de l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est Sciences Po, hein, c'est une filiale de Sciences Po et c'est des indépendants. Ils préfèrent préciser, M. Maillot, parce que c'est pas du vent. Hein. Ils disent, oui, parce que c'est pas du vent, là, parce que j'attends toujours son programme. Mais il va nous le donner qui dit que la transition énergétique, c'est 300 000 emplois d'ici 2030 et c'est 825 000 emplois d'ici 2050. Donc, les politiques, il faut y aller là. Il faut arrêter de se bagarrer. Il faut se mettre au travail. Vous parlez au plan global, c'est par la Réunion. Conseil général, ça c'est Conseil départemental. Je vais clarifier. Ça c'est le programme Europe Écologie Les Verts au niveau national. Les chiffres que je viens de donner, c'est au niveau national. Les chiffres prévus pour la Réunion, c'est 5 000 emplois d'ici 2030, 12 000 à l'horizon 2050. Donc, au lieu de se bagarrer, il faut bosser là. C'est-à-dire aller chercher l'argent là où elle est, réorienter nos politiques sociales, environnementales. J'ai l'impression que j'entends ça depuis des années. L'économie sociale et solidaire, l'environnement. Pour le moment, concrètement, ça n'a pas changé la vie des gens. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que manifestement, le message ne passe pas, parce que vous n'avez pas de conseiller général, vous n'avez pas de conseiller. Enfin, électoralement parlant, non. Nous avons quand même dépassé les 5% dans certaines élections. C'est vrai que c'est pas encore, nous ne sommes pas encore à la tête d'institutions ou de collectivités, mais ça va venir. Nos idées font leur chemin. On nous pique même nos idées et même de nos vocabulaires. Donc, on avance. Donc, nous, on travaille. Monsieur Maillot. Il y a des points sur lesquels on peut être d'accord. Alléluia. Et les points sur lesquels on peut être d'accord, c'est effectivement que la solution pour une des solutions, en tout cas un des leviers, c'est le secteur marchand. Et y compris au département, même si la compétence économique n'est pas au département. Pourquoi ? Parce qu'il je pense qu'il y a deux leviers importants que nous activerons, que nos conseillers départementaux, lorsqu'ils seront élus, essaieront d'activer. C'est d'abord les contrats aidés dans le secteur marchand. Aujourd'hui, vous avez en gros 80% des contrats aidés pour des bénéficiaires du RSA qui se font dans le secteur non marchand, avec des taux d'insertion qui sont de l'ordre de 10-15%. Et très peu, moins de 20%, qui se font dans le secteur marchand, alors que des expérimentations qui ont pu être menées ont montré qu'on pouvait insérer durablement plus de 50% des gens qui passaient par un contrat aidé dans le secteur marchand. Donc la première chose à faire, c'est de mettre la priorité sur l'insertion dans le secteur marchand. Ça peut passer par l'économie solidaire, mais ça peut aussi aller directement dans l'entreprise, et l'entreprise, elle sait insérer les Réunionnais. Et puis, il y a une chose dont le département dispose, c'est un patrimoine naturel qui est extraordinaire. Aujourd'hui, le département, c'est le
principal propriétaire foncier, en termes forestiers, en termes d'espaces naturels sensibles. Et ces forêts, ces espaces naturels sensibles, ce sont les leviers, les vrais leviers du développement touristique de la Réunion et de la création d'emplois. Donc il faut mettre l'accent sur ces deux leviers, et c'est ce que feront les conseillers départementaux de la France. Juste une petite question. Votre mouvement était favorable, alors qu'on parle de la suppression du département, votre mouvement était favorable à la création de 2 départements sur la Réunion? Mais bien sûr. C'est toujours le cas? Mais bien sûr. Monsieur Virapoulet va pouvoir ressortir son coupe à nous. Oui, mais qu'il le fasse, au moins il y aura un débat. Le problème, c'est que la population réunionnaise augmente. Nous serons bientôt à 1 million d'habitants. 40% de la population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a un besoin d'accompagnement qui est très important. Des situations d'analphabétisme. Ça va créer des dépenses supplémentaires. Il ne s'agit pas de dépenser davantage, il s'agit d'avoir des centres de décision qui soient proches du terrain. Plus vous aurez des centres de décision qui seront éloignés du terrain, plus la masse de décisions qui devra être prise sera importante, moins les décisions seront efficaces. Donc à un moment donné, il faut prendre acte de l'augmentation de la population, de la demande sociale, de la nécessité d'avoir des élus et des décideurs de proximité pour réagir rapidement face aux situations. Madame Boyer, c'est ce que doit être nos élus qui étaient au Conseil général et conseillers départementaux demain. Normalement, pour moi, ce sont des élus de terrain qui sont là, proches de la population, pour connaître leurs besoins et porter leurs besoins. Mais 2 départements, croyez-vous que les élus seront plus proches du citoyen, du terrain? Vous faites partie, ce soir on a sur le plateau les représentants des 2 partis qui ont émergé ces dernières années, le parti de M. Thierry Robert que vous représentez, Mme Boyer, et puis le parti de Mme Bello, le PLR que vous représentez. On a l'impression qu'aujourd'hui on assiste dans les accords politiques qui sont en train de se mettre en place avec une union de la droite, qu'on a une sorte de retour de logique de bloc avec une droite unie qui espère mettre en place une majorité cohérente, comme on dit. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement, et on vous prédit, c'est vrai que vous êtes émergent, mais on prédit peut-être l'un ou l'autre canton, on n'avez pas peur, malgré le fait que vous soyez aujourd'hui les partis émergents, de ne pas pouvoir peser demain sur la politique du département? Mais pas du tout, pas du tout. La population, comme vous disiez tout à l'heure, n'y croit plus. N'y croit plus puisque... vous disiez qu'elle ne croit plus aux partis traditionnels. Ne croit plus aux partis traditionnels, que ce soit de gauche, de droite, avec le cumul des mandats. Le cumul de mandats. Comment voulez-vous que... si vous avez 3 voitures dans votre cour, là, vous pouvez conduire les 3 en même temps? Non. Vous avez 3 fonctions, 3 mandats, vous ne pouvez pas le faire bien. Député-maire, quand même. Oui, mais regardez nos candidats pour ces départementales. Ce sont des jeunes. M. Dennemont, il a laissé sa place à une jeune. M. Thierry Robert a dit que le LPA était le premier parti de la Réunion vu le nombre de candidats dans le nombre de cantons. Je crois que c'est l'Union UMP-UDI mathématiquement. Mais c'est ce que disait Thierry Robert. On arrive déjà au terme de ce débat. Je sais que ça va très vite. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion. Peut-être effectivement dans un contexte où on dit qu'il y a une très forte abstention attendue dans 10 jours. Peut-être dire simplement aux électeurs pourquoi c'est important d'aller voter dimanche prochain. Monsieur Séraphin. Je pense que c'est important d'aller voter. Nous, on est présents dans 5 cantons à l'ouest et on soutient la candidature de Jean-Luc Radenon dans l'est et de Madame Bénard. Et aussi, on soutient le docteur Jean Piotte à Saint-Louis. Donc voilà la représentation aujourd'hui. Nous, dans notre stratégie, on n'a pas voulu faire perdre la gauche, c'est-à-dire mettre des candidats là où il y a déjà des candidats qui sont gagnants au niveau de la gauche, pour que demain, il y ait une représentation plus importante de la gauche au Conseil général. Et c'est extrêmement important d'avoir cette cohérence au niveau de l'action, et éviter tout ce qu'on a pu voir ces dernières années et qui va se reproduire a priori à droite, parce qu'on voit aujourd'hui tout le monde en train de tirer un peu à droite et à gauche à ce niveau-là. On essaye d'unifier toutes ces forces pour avoir une vraie politique de gauche au niveau du Conseil général. Monsieur Silotia. Je voudrais juste rappeler 3 choses sur lesquelles on n'avait qu'une minute. Donc la prime d'activité, qui sera effective à partir du 1er janvier 2016. On n'a pas parlé des collèges, mais j'aurais bien voulu parler des collèges avec les collèges à 0 énergie fossile, et une agriculture saine. Voilà, planter ce que l'on mange et manger ce que l'on plante. Et finir juste sur une phrase d'un philosophe poète réunionnais qui dit de moun dans les bas, il dit que zotimans pi patate. Laisse la moukatla pour bande de mouniabit ma fat, laisse azot causer. Un jour, quand manzot n'aura point, quand zot bas va commencer à couler, de moun dans les bas va manzot voisin. Et il rajoute un peu plus loin, ça te l'a pas planté, il va faire pitié. Mais c'est qui dit ça? Ou ça, nous, ça va. Ah, d'accord. Monsieur Maillot, votre conclusion?
Nous appelons les électeurs dans les cantons où nous avons des candidats, c'est-à-dire Sylvie Agnès et Jean-Paul Robin à Saint-Paul III, Arsène Mao et Josette Brosse à Saint-Louis I, Fabrice Lebon et Kérina Lorette à Saint-Pierre III, et puis Jean-Jacques Morel et Reine de Vaux à l'Étang-Salé. Donc nous appelons les électeurs à voter pour eux parce que ce sont, dans leur canton, les seuls candidats du développement durable. Parce que le développement durable, c'est quoi? C'est le social, c'est l'économique, c'est le social, c'est l'économique et c'est l'environnemental. L'environnement. Le social, ça nécessite que le département récupère ses marges de manœuvre parce qu'il ne pourra pas accompagner la détresse réunionnaise s'il n'a plus les moyens financiers. L'économique, c'est la valorisation des atouts patrimoniaux, naturels et culturels du département sur le territoire, les forêts, les espaces naturels sensibles, les espaces, les musées, les espaces culturels. L'environnemental, c'est que sur les cantons où nous avons des candidats, nous appelons les électeurs à utiliser leur bulletin de vote pour dire non aux incinérateurs. Madame Boyer. Alors moi, je voudrais dire aux Réunionnais ce soir, il n'est pas normal qu'en 2015, les Réunionnais connaissent cette misère que moi, j'ai vécue il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus aller voter, vous êtes déçus. Moi, je vous dis, je vous demande de faire confiance. Un nouveau mouvement, à la tête duquel notre président Thierry Robert partage ses valeurs, porte ses valeurs, la solidarité que vous, Réunionnais, vous portez dans votre cœur. Alors faites confiance à notre équipe, nos jeunes, de la politique autrement. Monsieur Lorient, pour terminer. C'est une élection importante, l'élection du Conseil général et du nouveau département. Il faut, pour une fois, avoir une majorité qui soit une majorité stable. Et cette majorité, elle ne peut se faire aujourd'hui qu'autour des trois partis UMP, Objectif Réunion et UDI. Parce que c'est évidemment le paysage politique aujourd'hui qui se dégage à l'île de la Réunion. Si on a une majorité stable au Conseil général, si on a une majorité stable à la région, on pourra demain mener une politique cohérente avec des objectifs très précis en matière de création d'emplois, en matière de développement économique, en matière de l'environnement, parce qu'il y a des nécessités incontournables. Nos déchets ne disparaîtront pas du jour au lendemain si on ne met pas en place du traitement multifilière et qu'on ne met pas en place, in fine, de brûler les déchets ultimes. Et qu'il y a des décisions qui sont aujourd'hui importantes à prendre. Il y a des décisions qui sont aujourd'hui importantes à prendre. Ces décisions ne vont être prises d'une manière cohérente et bonne pour la Réunion que si nous avons une stabilité, une politique du Conseil général en accord avec le Conseil régional. Nous pouvons le faire et nous devons le faire le 22. Nous ne pouvons malheureusement pas relancer le débat sur l'incinérateur, mais je vous poserai quand même une toute petite dernière question. Il y a eu une question dans les tweets qui était revenue à plusieurs moments dans le débat. Alors, je ne sais pas s'il y avait des supporters de Sandra Sinimalé qui regardaient la télévision ce soir, qui ont demandé si vous alliez soutenir la candidature de Mme Sinimalé pour la présidence du Conseil départemental. C'est juste un peu pour l'anecdote, pour la fin du... Si la plateforme, évidemment, la propose, bien évidemment. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci, madame. Merci, messieurs. Rendez-vous jeudi prochain pour un troisième débat pour ces élections départementales. Merci. L'information continue sur